Bonjour, vous me reconnaissez peut-être, c'est moi votre trésorier. Aujourd'hui, je viens vous parler de moi. Je sais que les enfants Abadi ont fait des enregistrements de leur histoire, chaque histoire étant une histoire un peu dramatique, parfois très dramatique. Et l'intérêt de votre témoignage, c'est d'apporter votre contribution à l'histoire. Ce que je voudrais vous raconter en quelques mots, c'est l'histoire de ma propre famille et qui est une histoire qu'on juge. Alors certains diront qu'elle n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas de drame dans l'histoire dont je vous parle, et d'autres vous diront qu'elle a un intérêt parce que elle est pas unique, elle est certainement pas unique, mais elle est assez rare. Mon père Abraham et ma mère Ruchla, Abraham et Rachel, sont venus de Pologne, d'un charmant petit village sur la Pilitsa étant un affluent de la Vistule. Ils sont venus dans les années 1925 en France, comme les jeunes Polonais le faisaient à l'époque. L'homme, le mari, est venu d'abord, il a traversé l'Europe jusqu'à Paris. Le point de chute à Paris était son beau-frère, donc le frère de ma mère, et qui lui a trouvé du travail en arrivant à Paris. L'idée à l'époque, c'est ce qu'on dit dans notre famille, c'est que mon père avait dans l'idée de rejoindre son frère aîné, qui lui était déjà à New York depuis un certain nombre d'années, et qui, paraît-il, avait fait fortune. Ça ne s'est pas vérifié. Et il est donc parti en laissant son épouse avec ma sœur aînée Fanny et son petit frère Benjamin, tous les deux décédés depuis. Mon père est arrivé à Paris, il a trouvé du travail. Quel type de travail? Ça n'a rien d'extraordinaire et de très spécial. Il était tailleur pour hommes et il a donc trouvé du travail en arrivant à Paris, assez vite. Et il s'est lancé dans cette profession avec beaucoup de courage. Et il avait trouvé un appartement. Il avait trouvé un appartement à Paris dans ce que nous appelons nous le Pletzel, c'est-à-dire le quartier de la rue des Rosiers. Et il avait trouvé, et il attendait la venue de sa femme plus tard. Et il avait trouvé un appartement donc dans le quartier dont je parlais, un appartement tout confort, avec les toilettes dans l'escalier et le robinet de l'évier de la cuisine, c'était la douche. Enfin, tout confort. Et un jour, il a vu arriver, non, plutôt sa femme, donc ma mère, était sur le palier avec les deux enfants qu'il avait conçus en Pologne. Donc ma sœur, Fanny, et mon frère Benjamin. Et elle avait traversé l'Europe. Je dis ça parce que c'était quand même assez extraordinaire. Ma mère, qui ne savait ni lire ni écrire, même pas le yiddish, parce que ni l'hébreu ni le français, bien sûr. Mais à l'époque, vous le savez certainement, seuls les garçons allaient au cheder, l'école, où les garçons, dans la plupart des cas, étaient les seuls à savoir lire et écrire. Donc ma mère est venue de la banlieue de Lodz, de ce village qui s'appelait Przedborge. Elle était sur le palier avec un gosse sur chaque bras et elle l'attendait sur le palier, elle attendait qu'il ouvre la porte. Et ils ont bâti leur famille à ce moment-là. Les années 30 étaient pleines d'espoir pour les juifs polonais et les étrangers en règle générale. Il n'y avait pas les problèmes d'immigration qu'on a aujourd'hui, ou plutôt si ils existaient, mais ce n'était pas un problème. Et il a pu, lui, faire vivre toute cette petite famille à force de travail et d'acharnement, bien sûr. Et dans la petite histoire familiale, je vous raconte l'histoire familiale, mon père avait c'était une femme qui n'était pas avocate, elle était avouée.
c'était une profession qui existait avant la profession d'avocat. C'est comme un avocat, sauf qu'elle ne fait pas de pénal. Bon, enfin bon. Et elle lui a proposé, j'ai retenu son nom, c'était Mademoiselle Brochet, en lui disant « Je vais faire une démarche pour que vous obteniez la nationalité française ». Et mon père a dû dire à ma mère « Est-ce que tu veux être française ?» Et ma mère a dû dire « Et alors, qu'est-ce que ça va m'apporter ?» Ça coûtait de l'argent, bien sûr. Donc les démarches ont été lancées, les démarches ont duré plusieurs mois, et le décret de naturalisation est daté il faut bien retenir la date, de début juin 40. Vous savez ce qui s'est passé en juin 40. En juin 40, les Allemands sont rentrés à Paris, et le décret de naturalisation de mon père, alors qui prenait toute la famille, c'est-à-dire les 2 enfants nés en Pologne, plus les 3 qu'il a fait à Paris. Moi étant le petit dernier. Pourquoi c'est capital dans mon récit? C'est que nous avons toujours cru, chez les Kupperminck, que notre histoire partait de ce fait. Ça n'a jamais été démontré. Je n'ai jamais pu démontrer que le fait d'avoir été français nous a permis de sauvegarder l'ensemble de la famille. Mais nous y croyons, mais sans pouvoir le prouver, bien sûr. Le décret de naturalisation est donc paru en juin 40, très peu de temps après le 18 juin, et à l'époque, les Allemands défilaient sur les Champs-Élysées, les Allemands sont arrivés, on connaît tous l'histoire de la drôle de guerre que les Français ont perdue. Nous étions donc tous français, les enfants étaient français par la naissance et par choix, c'est-à-dire que les parents avaient décidé que le choix des enfants était de devenir français à leur majorité à l'époque, ou c'était une majorité spéciale même. Et toujours est-il que nous étions, pour l'administration, nous étions tous français. Nous étions tous français. Les 3 garçons, parlaient français, c'était leur langue maternelle. Mes parents, eux, parlaient surtout le yiddish, un peu de polonais, et je vais dire c'est tout. Donc nous étions vraiment très visibles là où nous étions. Mes parents se sont fixés vers le métro Arts et Métiers, au coin de la rue Turbigo et la rue Beaubourg. Et il a acheté un appartement plus grand et il a fait son atelier. Les lois anti-juives sont parues à l'époque et son entreprise, c'était une petite société, son entreprise est devenue très vite ce que les Allemands avaient appelé Jüdisches Geschäft. L'affiche qui était apposée sur la porte d'entrée, de telle façon que tout le monde sache que derrière cette porte, il y avait une famille juive. Donc pour ce qui est du fait d'être discret, nous n'étions pas les champions, ça c'est sûr. La guerre est arrivée, ma sœur aînée, elle, s'est mariée en 1942, et les 3 garçons ont continué à aller à l'école, là où nous étions, et les 2 frères aînés, Maurice et Simon, ont été pris, et on ne leur a pas demandé leur avis, on les a mis carrément à la machine à coudre en leur disant « tu te mets là et tu travailles ». Voilà. Donc mes 2 frères aînés n'ont pas pu faire d'études du tout. Et moi, par la suite, j'ai pu échapper à l'atelier grâce à l'action de la fratrie. De toute façon, il n'y avait plus de machine à coudre pour moi. De toute façon, c'était... Et c'est comme ça que moi, j'ai pu entrer, aller au lycée en quelques temps. La guerre est arrivée, les lois anti-juives ont été appliquées très sérieusement, et ce qui a fait la particularité de notre histoire par rapport à d'autres, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'entreprise de mon père était un Jüdisches Geschäft, c'est-à-dire une entreprise juive. Donc elle était placée sous contrôle arien. Il fallait un gérant arien.
Donc, nous avons le nom dans la famille des gérants ariens qui étaient désignés pour contrôler la gestion de la formidable entreprise de mon père. Ils étaient 3. Un certain nombre de gérants ariens ont été apparemment corrects. Il y en a un dont je n'ai même pas retenu le nom parce que ça ne servait à rien, c'est le cas de le dire, ça ne servait à rien. Il se payait sur les juifs, les entreprises contrôlées, bien sûr, et il laissait à mon père et à la famille de 5, parce que nous étions 5, j'allais dire que les yeux pour pleurer, mais c'est presque comme ça. Et ces gérants ariens faisaient des rapports. Alors, il y a un type qui dit ce juif, en parlant de mon père, ce juif respecte les règles fixées par les AA, les autorités allemandes. C'est-à-dire, alors il explique qu'il travaille uniquement avec sa famille, et il méritait donc mon père, qui était une toute petite entreprise avec 3 personnes, c'est pas lui qui allait enrichir les grands groupes textiles, hein, et qu'il recommandait aux autorités allemandes, donc à l'époque à Darquier de Pellepoix, de continuer à honorer mon père du titre d'appiaisseur. Appiaisseur, c'est un mot qui signifie qu'on fait des pièces qui sont finies ailleurs. Alors, par la suite, on m'a dit qu'il fallait les dénoncer et tout. On m'a dit à quoi ça sert? Pas grand-chose. Un jour, alors moi j'avais, en 42, j'avais donc 9 ans. On a vu arriver une grande et belle jeune femme. Elle s'appelait Adèle Katz et c'était la finisseuse. La finisseuse, c'était la petite main. Enfin, ce genre d'emploi féminin qui est tout à fait indispensable pour faire de beaux habits masculins. Un jour, cette Adèle est arrivée à la maison, flanquée d'un grand blond, plutôt bel homme. Adèle a dit à mon père, le chef de famille, voilà, je vous présente Ludwig. Ludwig est un officier luxembourgeois et il était considéré comme un malgré nous, c'est-à-dire ces gens qui ont été de langue allemande, qui ont été enrôlés comme les Alsaciens lorrains, ils ont été embauchés et on leur a donné un certain nombre de fonctions. Je crois que ces gens-là, je n'ai pas de preuve de ce que je dis bien sûr, en général n'ont pas été dans la SS ni dans la Gestapo. Il était maître d'hôtel du restaurant Margerie et qui était le restaurant des officiers de la Wehrmacht de Paris. Enfin, un des restaurants. Enfin, toujours est-il qu'on nous présente ce grand et beau jeune homme blond et en disant voilà Ludwig, et il avait sous le bras un paquet de tissu vert de gris, et le tissu vert de gris c'était un manteau qu'il voulait qu'on lui mette à la taille. Et elle leur dit je vous l'amène, ne vous en faites pas, dit Adèle à mon père, il vous paiera. C'était pas ça le problème, c'était de voir arriver un Allemand à la maison. Je pense qu'il s'était mis en ménage avec Adèle, et à partir de ce moment-là, ce que nous avons pu remarquer, mes frères et moi, c'est que de temps en temps, on avait du pain qui était un peu plus blanc, et de temps en temps, on avait même un peu de viande à la maison. Je crois qu'une fois, on a eu un poulet, on a dû avoir un poulet. Je dirais qu'il a dû nous permettre de ne pas, j'allais dire carrément mourir de faim. Il faut savoir qu'à l'époque, les Juifs de Paris et de France, non seulement portaient l'étoile, mais n'allaient chez les commerçants qu'à partir de 4 heures de l'après-midi, à une heure où il n'y avait plus rien dans les magasins. On a toujours cru dans la famille que si on n'est pas mort de faim et de déshydratation, c'est probablement à cause de notre bon allemand. Alors ils ont filé le parfait amour, Ludwig et Adèle. Hein. L'histoire pourrait s'appeler Ludwig et Adèle d'ailleurs. Et on portait tous l'étoile. En ce qui me concerne, je me souviens très bien d'avoir porté l'étoile à l'école. Et le couple d'instituteurs qui s'occupaient des classes, c'était monsieur et madame Boivin. Quand je suis arrivé dans la classe, l'instituteur, monsieur Boivin, avait dit aux autres gamins, voilà Victor Kupernik, il est là, il porte une étoile, il a raconté l'histoire de l'étoile, probablement, après avoir chanté Maréchal nous voilà. Donc le port de l'étoile est absolument obligatoire. Il faut savoir que l'étoile
était payante. Les étoiles étaient payantes, non seulement payantes, c'était pas très cher, mais le coût était, je dirais, représentait un symbole assez atroce en fait. Il fallait non seulement payer pour porter l'étoile, et il fallait donner 2 tickets de textile, et à l'époque, chaque étoile correspondait à une paire de chaussettes. On avait plus besoin de chaussettes à l'époque que d'étoiles. Alors, Simon et moi, nous allions, donc mon frère aîné et moi, les seules distractions qu'on chipait un peu à tout le monde, le truc c'était une sortie, on faisait ça 1 fois par semaine, rarement 2 fois. On allait voir ma sœur aînée, Fanny, et elle avait un logement au métro Bagnolet. Et nous allions passer les jeudis, à l'époque c'était les jeudis qu'on passait à l'extérieur, non pas les mercredis, et on allait chez ma sœur Fanny et chez mon beau-frère Robert. Et c'était pour nous la grande récréation. Comment on faisait? Je ne sais pas qui a eu cette idée. C'est une idée, j'allais dire géniale, mais un peu stupide quand même. L'étoile, elle était censée être là. Quand on allait chez ma sœur Fanny, on mettait pas l'étoile, puisque là-bas, on n'était pas connus. Donc, il fallait qu'on prenne le métro, surtout pas dans les derniers wagons, parce que les derniers wagons, il pouvait y avoir des juifs qui nous auraient reconnus. Donc, on prenait un livre, et on le promenait comme ça, on le promenait comme ça, et on cachait l'absence d'étoiles, de telle façon de dire que les gens qui nous croiseraient diraient, ils ont peut-être une étoile derrière. À mon avis, c'était pas bien malin, et ça a marché. Je me souviens une fois aussi, c'était Simon qui, il avait pas trouvé le livre assez grand, ou je sais pas quoi, et il avait pris un calendrier des VTT, qu'il avait mis là comme ça, en disant, il y a peut-être une étoile en derrière, il y a peut-être une étoile, mais vous n'en savez rien. Enfin, mon père qui venait de Pologne dans la grande tradition juive, il pouvait pas faire autrement de toute façon, respectait les grandes lignes de il voulait que ce soit comme avant la guerre. Et je garde le souvenir extrêmement précis des seder, c'est-à-dire des repas de la Pâque, juive. Donc on mettait dans la rue Homer, notre appartement, il y avait un grand couloir où il y avait les lits des garçons, on dormait un truc sans fenêtre, mais enfin, c'est pas grave. Et on mettait les tréteaux et puis une planche et on faisait le seder là-dessus, loin des fenêtres. Parce qu'il fallait absolument pas qu'on puisse soupçonner que des juifs faisaient le seder en 42, 43. C'était de la folie, quoi. Et mon père sortait son bouquin taché de vin rouge, taché de vin, où je pense que le livre de prière est quelque part dans la famille. Je crois qu'il est toujours dans la famille. Et les pages sont collées 10 par 10 à cause du sucre du vin. Enfin bon. Et on mangeait les matzot. Les matzot, le pain azim de la Pâque. Qui est l'élément essentiel. Alors, on ne pouvait quand même pas manger du pain, même s'il était immangeable. On préférait manger les matzot qui étaient stockés, ça c'est très important, dans l'armoire, dans le couloir où nous dormions. Il y avait un placard dans lequel on stockait les pains azim, les matzot. Mais comme il y avait des tissus qui étaient tout le trésor de mon père, parce qu'il y avait des tissus de laine de Roubaix, hein, c'était des grands tissus, comme il faisait des costumes, c'était tout son argent qui était là. Et à l'époque, c'est un truc que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, ça. On mettait de la naphtaline dans les tissus pour éviter que les mythes ne bouffent ces tissus qui valaient de l'or. Hein. Donc il y avait de la naphtaline. Et bien sûr, les matzot qu'on mangeait avaient le goût de naphtaline. Et ce goût de naphtaline, on a trouvé ça bizarre, puis on les mangeait quand même. C'était quand même un truc qu'on ne mangeait pas tous les jours. Et j'ai gardé il paraît que le souvenir olfactif existe. J'ai gardé ce goût. Et Simon aussi, mon frère, me disait qu'il a gardé ce goût de matzot à la naphtaline qu'on cassait dans le bouillon. Le bouillon, c'était un machin où il y avait un poireau qui nageait dans l'eau, quoi. Enfin, bon. C'était le seder.
Il faut savoir que les trois frères étaient complètement confinés. C'est un terme qu'on n'employait pas à l'époque, hein, mais étaient complètement confinés, on sortait jamais. La seule balade qu'on pouvait faire, c'était sur les quais de la Seine. Et on sortait avec les petits copains de l'immeuble à côté, un certain nombre de petits juifs français, supposés français, ils étaient là. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, on n'a plus vu ces petits copains partir. On les a vus, où est-il, où est-il, et on les a plus jamais revus. Après la guerre, on a compris, bien sûr. Nous savions quand même, alors, est-ce que c'était Ludwig qui nous prévenait? On n'a jamais eu la preuve. Bien sûr, moi, à 8-9 ans, on ne me tenait pas au courant. Hein, on me disait, tais-toi et pense à autre chose. Hein, et mes frères non plus. Est-ce qu'on était prévenus? Je pense qu'on était prévenus, parce que dans l'immeuble, il y a eu, bien sûr, les rafles. Il y a eu les rafles. Alors, on était prévenus, et en grand secret, ça c'est quelque chose de très précis dans ma mémoire, en grand secret, on montait, nous étions au troisième, alors les Gelman, qui étaient fabricants de chapeaux, je me souviens, étaient partis, ils n'étaient plus là. Où étaient-ils? Personne n'a jamais su. Et avait-on la clé on devait avoir la clé, je ne sais pas comment c'est. Quelqu'un s'est débrouillé pour avoir la clé, et on cassait les scellés, et on entrait, on en avait passé la nuit chez le voisin. Chez les voisins, pas son nom changeait. Parmi les voisins, il y avait Gelman, et il y avait celui du sixième, qui s'appelait Limonade. Je me souviens des noms. Il s'appelait Limonade. Et mon père emmenait, à l'époque, il emmenait tout ce qui lui était cher. Donc, il emmenait sa femme, ses 3 fils, et sa tête de machine à coudre, sous le bras. Il n'a jamais quitté la tête de la machine à coudre, c'était notre moyen de survie. Vint la libération, enfin, ça tirait dans tous les coins. Puisqu'on était à Arts et Métiers, c'était carrément un centre névralgique. Juste derrière le centre Arts et Métiers, rue des Archives, il y avait le grand centre téléphonique de Paris. Et les Anglais qui connaissaient bien le truc, déjà les tirs étaient précis, bombardaient régulièrement le centre télégraphique. Parce que ça devait être je me suis intéressé à ça beaucoup plus tard, ça devait être un centre stratégique, voilà, je cherchais le mot. Le centre stratégique pour les Allemands. Pour les Allemands. Donc, on allait assez souvent à la cave, puisque c'est un coin où on était quand même bombardé assez souvent. Il y avait cette sirène. Dès qu'il y a eu la possibilité qu'on soit libéré, mais bon, personne n'en savait rien, on n'avait pas de journaux, pas de télé, pas de radio, bien sûr. Mais je pense que Maurice, Simon et moi, donc mes 2 frères et moi, Maurice, le frère aîné, qui n'est plus là, le pauvre vieux, a une part de responsabilité, il emmenait son petit frère dans des trucs où il ne devait pas être. Ça tirait dans tous les coins. Mais pour nous, c'était les vacances. C'était les vacances. On pouvait sortir. Alors, je me souviens très bien qu'on avait commencé, sorti de dessous le lit, les patins à roulettes, et on a pu enfin refaire du patin à roulettes, au mer qui était légèrement en pente. À la Libération, donc, c'est un fait certain, on a vu sortir les FFI de partout. Ça, de partout. On les a vus sortir, les voisins, le boulanger, le crémier, tout ça. Ils étaient tous résistants. Ma manière à moi de faire la résistance, c'est que j'étais le premier de la classe. Ça suffit pas pour prendre des risques, hein, enfin. J'ai ici deux livres, d'ailleurs. Celui-ci, c'est École de garçons de la rue Saint-Martin, prix d'excellence, à Cupermanque Victor, pour l'année 1942. 42 et 43, c'était les pires années. Et en allant au métro Arts et Métiers, qui était au coin de la rue, là, Simon s'en souvient très bien. Il y a une fois une grosse voiture allemande, là on voit ça dans les films sur la résistance, qui nous a demandé, je crois que c'était l'opéra, un machin comme ça. Alors l'opéra était là, et Simon, mon frère, il m'a dit fais comme moi, il dit dis-leur que c'est par là. On leur a donné une fausse indication. Donc on a fait de la résistance. Et ils cherchent encore peut-être. Peut-être. Et je vous disais tout à l'heure que la rue Homer était au coin de la rue Turbigo avec l'église en face. Et le bruit a couru dans le quartier. Le quartier, c'est une petite ville. Hein. Le quartier, qui avait un collabo, donc quelqu'un qui tirait sur la foule, qui était caché dans le clocher de l'église Saint-Nicolas-des-Champs.
Donc il y a un FFI qui est arrivé, un garçon de 20 ans, avec un fusil qui devait faire, non pas la guerre de 14, mais celle de 1870, un fusil énorme. Et c'est un fusil qui tirait balle par balle. Il fallait mettre la culasse pour pouvoir tirer une balle. Et il avait une sacoche en cuir où il y avait quelques balles dedans. Et moi, je me suis approché de lui, il m'a dit, moi je tire et tu me donnes les balles au fur et à mesure. Alors j'ai fait de la résistance parce que je lui ai donné les balles qu'il mettait dans son truc, et à chaque fois qu'il tirait sur le clocher à l'époque, il y avait les sirènes, je crois qu'elles existent toujours, ces sirènes, les sirènes qu'on faisait retentir le premier jeudi du mois il y a quelque temps. Eh bien, à chaque fois qu'il avait... Le collaborant, on l'a jamais vu, il l'a pas vu, hein. Mais à chaque fois qu'il tirait dans les sirènes, ça faisait ding, et les gens applaudissaient. Les gens applaudissaient, et il était très, très... Le garçon de 20 ans était fier, il avait libéré la France, il avait eu une sirène qui faisait ding, voilà. Et à l'époque, moi j'étais... Donc la libération, c'est peut-être le seul moment de la guerre où moi, rétrospectivement, je pense que les parents n'ont pas fait leur boulot. Hein. Vous ne feriez pas ça avec vos enfants. Laissez partir un gamin de 10-11 ans, alors qu'on tirait dans tous les coins. Il faut dire que mon frère aîné, Maurice, partait, et on ne le revoyait plus de la journée. On a su après il m'a raconté qu'il s'était mis en cheville, ou plutôt mon cousin Lucien, et lui, il faisait de la résistance. Alors, qu'est-ce que c'était la résistance? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a tiré sur les Allemands à l'époque. Et Maurice partait avec Lucien, qu'ils avaient le même âge tous les deux, et il revenait le soir, et jamais il nous a dit, à l'époque, il ne nous disait pas ce qu'il était. Après, il nous a dit qu'il avait eu un pistolet entre les mains et tout. Enfin, a-t-il inventé le truc? Je ne sais pas tout. Donc la libération s'est passée comme ça, avec des Américains partout. On leur courait après pour les chewing-gums et le chocolat, bien sûr. Et la libération s'est passée comme ça, avec les trucs des surplus qui étaient tellement bons. Le chocolat, j'en voudrais pas aujourd'hui, le chocolat Hershey's américain, où il n'y avait pas de chocolat dedans, mais c'était tellement bon. Ça fait un peu le goût de chocolat, la couleur du chocolat. Alors, dans cette atmosphère, on a vu rappliquer, on continuait à avoir notre Ludwig, je ne sais plus, c'était une fois tous les 10 jours, une fois par semaine, c'était beaucoup. Hein. Et un jour, Ludwig est arrivé il est arrivé dans son bel uniforme, qui lui allait impeccable, et il est reparti avec une veste qui était trop petite pour lui, que mon père lui avait donnée. Et c'est là que l'autre épisode commence, l'épisode du sauvetage de Ludwig par Abraham Kupermak. C'est juste à l'envers. On peut dire que mon père était ce qu'on peut appeler un juste aujourd'hui, puisqu'il a sauvé un Allemand. Enfin, c'était un bon Allemand. C'était un bon Allemand. Et il lui a permis de se sauver, parce qu'on voyait quand il arrivait, lui, il arrivait toujours très discrètement, mais il n'est pas possible que quelqu'un n'ait pas su qu'il y a un Allemand qui montait chez Kupermak. Ça ne me semble pas possible. D'abord parce qu'il était mieux habillé que les autres, il était toujours impeccable, grand et plutôt beau, plutôt bel homme. Enfin, autant je me souviens, autant que je me remémore ce qu'on m'a dit. Hein. Et mon père donc rhabillé, on peut dire rhabillé cet Allemand, qui lui est arrivé en allemand. C'était un Allemand de la Wehrmacht, hein, c'était ni la SS ni le Gestapo. Hein. Je veux dire, les moins mauvais, les moins mauvais. Et il est donc reparti avec une veste trop petite pour lui. Et au bout de quelques temps, on l'a vu quelques temps, et puis on l'a plus vu du tout. On l'a plus vu du tout, il est parti. Il est parti. Et quelques temps après, en fouillant dans le stock de doublures qui était sous la table de presse, là, Maurice, le frère aîné, avait dit à ses petits frères, Maurice, Simon et Victor, de le suivre, et il nous a montré un truc, dans le truc des doublures, il y avait enveloppé dans un truc de toile marron, non vert de gris aussi,
il y avait un truc très lourd, très lourd. Et elle a développé ce truc-là en regardant si papa ne venait pas. Et c'était un Luger. C'était le Luger d'officier. Je dis en la main, c'était, pour mes petites mains, c'était un truc qui était grand comme ça, les grands pistolets allemands. On n'a jamais su ce qu'il faisait là. Bien sûr, personne n'en a parlé à mon père, parce qu'il a dû partir en laissant son arme. Alors, il n'y avait pas de balles, hein, il n'y avait pas de chargeur ni rien. Maurice, mon frère, lui, qui à l'époque se faisait prêter les Sciences et Vie, parce qu'il a toujours aimé cette revue, et il connaissait le truc. Il nous a montré comment on armait le pistolet. Il a dit, il a regardé s'il n'y avait plus de balles, comment on armait le pistolet, et je me souviens de l'avoir tenu, j'avais du mal à tenir ce truc, c'était tellement lourd, et il nous l'a montré 2 ou 3 fois, puis le pistolet a disparu. Moi, j'ai jamais su ce qu'il était devenu. Jamais su ce qu'il était devenu. De la même façon, on n'a jamais su non plus ce qu'est devenu Ludwig. On n'a jamais su. On a eu tort après la guerre de ne pas essayer de rechercher. Parce que ce type nous a permis quand même. Alors, si c'est lui qui nous renseignait, il nous a probablement sauvé la vie. Parce que, comme on se cachait, mais j'y crois pas non plus, parce que c'était tellement stupide. Mon père n'était pas un héros de la résistance, ça c'est sûr. Parce que il se baladait avec toute sa famille à la machine à coudre. C'était pas possible qu'on fasse pas de bruit. Enfin, les gosses, ça fait du bruit. Et on était passible de grosses représailles en cassant les scellés. Et il avait appris sans doute à le remettre. Jacques Maurice m'a dit qu'il savait remettre les scellés. On les cassait. C'était c'était de la cire qui était un peu dure. Il fallait les remettre pour que, au regard, on ne voit pas de loin que les scellés étaient brisés. Et on redescendait après. Donc, si c'est lui qui nous disait, ce soir il y a une rafle, allez-y, allez dormir chez les limonades ou chez les Gelman, il nous aurait sauvé la vie. Il n'a jamais fait état de ça. Il n'a jamais fait état, cet homme, en disant, je vous ai sauvé la vie. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Et Adèle, dont il était amoureux et l'amoureux fou, elle est partie aux États-Unis, à Chicago. On a reçu quelque temps à Chicago, je sais que c'était Chicago. Et l'Allemand est sorti de notre histoire. On l'a plus jamais revu. On n'a même jamais mis les pieds au Luxembourg, parce qu'on savait qu'il était au Luxembourg, mais où? Et Adèle, on a reçu cette lettre une fois. Je pense qu'à l'époque, j'ai dû lui écrire. C'est moi qui écrivais les lettres. J'ai dû écrire. Et j'ai jamais eu de réponse. On n'a jamais cherché à vérifier qui était cette Adèle, d'où elle venait. Comme Ludwig, encore moins Ludwig. Donc mon histoire tient, mon histoire, c'est l'histoire dont on a perdu complètement la trace. On ne sait même pas s'ils ont existé. À la limite, ça c'est très curieux, on se demande, mes frères et moi, si on ne l'a pas inventé. Mais c'est pas possible, il y a tellement de détails. L'histoire du Luger, c'était pas possible qu'on invente un truc pareil. On n'a pas pu inventer. Et moi, je le revois encore, ce truc noir. Donc il y a beaucoup de doutes sur mon histoire. Me demandez pas de la vérifier. J'ai pas tout inventé. On n'a pas tout inventé, mais elle a probablement eu lieu. Donc l'histoire probablement se termine là. On n'en saura jamais plus un jour. On ne sait pas ce qui est devenu Adèle. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, ni Ludwig. Voilà. Je considérais que l'histoire des Kuppermank n'allait intéresser personne, parce que c'est une histoire où il n'y a pas de drame. On a évité les drames. On était au bord du précipice, mais on n'a pas fait de pas en avant. Hein. On ne s'est pas précipité dedans. Donc on pensait qu'on a eu tellement de chance que ça en devenait incroyable, où on pouvait se demander pourquoi ceux-là, on ne les a pas touchés. On était dans cet état d'esprit à la Libération, en disant, mais comment se fait-il que nous, on soit là, après tout ce qu'on nous raconte, tous les films, tous les livres qui ont été faits, et dont on a prouvé la véracité quand même. Aujourd'hui, on connaît exactement ce qui s'est passé à Auschwitz-Birkenau, et puis il y a eu Simone Veil, et puis il y a eu toutes ces histoires. On était tous dans cette idée en disant, mais pourquoi nous, on est passé à travers tellement d'obstacles, tellement de... On a l'impression qu'on a frôlé quelque chose, et qu'on est resté du bon côté.